Donc en tant que directrice de Barthélemy Durand, je suis vraiment ravie et honorée d'accueillir le professeur Catherine Jousselme, donc pour une conférence, comme vous le savez, sur le thème de qui sont les adolescents aujourd'hui. Vous avez accepté de développer qui nous réunit aujourd'hui. Donc je voulais vous souhaiter la bienvenue sur notre site de Barthélemy Durand-sur-Orge. On se fera un plaisir de vous faire visiter ensuite, sur lequel je crois que vous n'avez pas eu l'occasion encore de vous rendre. Donc un petit mot quand même pour vous présenter. Donc je rappelle que vous êtes donc PUPH, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Sud. Vous êtes chef de service et du pôle universitaire dénommé le pôle enseignement-recherche, je crois, de la Fondation Vallée à Gentilly. Donc hôpital dont vous avez été par ailleurs présidente de CME un certain temps. Pour mémoire, tout le monde le sait, je suppose, mais la Fondation Vallée donc, est un hôpital public spécialisé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui a une vocation départementale et interdépartementale sur un certain nombre de ses activités. Missions interdépartementales qui comprennent les départements du sud de l'Île-de-France et donc notamment l'Essonne, ce qui nous concerne donc particulièrement, ce qui fait que nous avons dès aujourd'hui des liens de travail existants. Par ailleurs, donc, vous appartenez à l'unité INSERM 11178. Ça a changé, c'est le CESP. Ça a encore changé. C'est le CESP, ah. le centre. Ouais, c'est le Population. Ah bah j'ai pas suivi. Bah, vous me raconterez. C'est récent. C'est récent, on a tous reçu. D'accord. Alors donc le CESP, sur la partie recherche, mais c'est toujours le professeur Falissard, je suppose. Voilà. Donc à ce titre, vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages consacrés aux enfants et aux adolescents. Et donc notamment récemment, vous avez coordonné une grande enquête épidémiologique multicentrique dont vous nous aviez fait la gentillesse de nous donner quelques exemplaires lorsqu'on vous avait rencontré il y a quelques temps. Donc qui a impliqué plusieurs régions, si j'ai bien suivi, hein, l'Île-de-France, PACA et le Poitou-Charentes, qui est intitulé Portrait d'adolescent, donc qui dressait un état des lieux, des problématiques et des enjeux actuels de l'adolescence. Et donc, du coup, à ce titre, évidemment, le thème que vous avez choisi de nous présenter est particulièrement intéressant pour nous. Alors, c'est particulièrement intéressant, d'autant que notre établissement, depuis de nombreuses années, est fortement engagé dans la prise en charge des adolescents, puisque nous avons une filière départementale complète dont nous avons la charge, qui comprend donc notre unité d'hospitalisation pour adultes située ici à Sainte-Geneviève, un hôpital de jour, un CATTP, et puis une maison départementale des adolescents, qui est également à Sainte-Geneviève-des-Bois, mais pas sur ce site. Alors avant de vous laisser la parole, puisque c'est ça l'intérêt, je voulais dire que votre présence parmi nous illustre bien les liens existants entre Barthélemy Durand et la Fondation Vallée. Liens qui existent, donc, comme je le disais, depuis de nombreuses années entre nos établissements, à travers les équipes médicales et soignantes, notamment sur les thématiques de l'enfance, de l'autisme, de la douleur, des soins somatiques, de l'enseignement, de la recherche. Et puis depuis plusieurs mois, nous avons renforcé nos liens et nous souhaitons structurer et développer des actions communes au bénéfice des patients sous une forme juridique encore en cours de discussion, à minima sous forme de convention. Nous sommes aussi intéressés par explorer certaines thématiques sous forme peut-être de GHD, mais nous serons amenés à en reparler. Quoi qu'il en soit, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, d'autant que pour Barthélemy Durand, l'engagement fort dans la recherche et dans l'enseignement universitaire est un axe stratégique particulièrement important, enseignement universitaire auprès de jeunes professionnels, et donc nous avons notamment dans la salle, un certain nombre de nos internes, des 12 internes et assistants partagés, que nous accueillons depuis lundi, qui ont été invités à se joindre à nous. Merci beaucoup, Madame la directrice. Alors, écoutez, je suis très contente de venir vous voir ici. Ça m'a rappelé, je disais à Géa, que je connais depuis de longues années. Ça m'a rappelé quand j'étais interne à Perret-Vaucluse, chez M. Bailly-Salin. Ce lieu, ce site ici de Sainte-Geneviève est quand même assez particulier et historique. C'est quand même, vous avez la chance de faire partir aussi d'un hôpital où Tony Lenné, sur la pédopsychiatrie, on discutait avec mon collègue, a été quand même une personnalité très forte. Hein. Moi, je suis l'élève de Roger Misès, ici c'était Tony Lenné. C'était vraiment deux visions de la pédopsychiatrie très historiques, ancrées dans nos personnalités, à nous, médecins, maintenant encore. Je trouve que c'est des belles collaborations que d'imaginer que ces deux personnages pourraient continuer
à discuter ensemble et continuer à travailler avec des options qui étaient tout à fait complémentaires. La prévention par rapport aux adolescents d'un certain nombre de conduites ne me satisfaisait pas forcément. C'est-à-dire ces grandes enquêtes, toutes ces histoires de grandes affiches qu'on met partout, ou bien ces spots qui donnent à voir des choses un peu genre Paris Match, hein, le poids des mots, mais surtout le choc des photos, on leur montre des trucs horribles, quels sont les facteurs aggravants qui les précipitent vers des conduites à risque. Parallèlement, j'avais l'idée, on en reparlera tout à l'heure, que l'art, ça pourrait être le sport, ça pourrait être d'autres médiations, mais en tout cas l'approche par une vraie rencontre de certains groupes d'adolescents en difficulté pouvait permettre d'organiser une véritable prévention dans une rencontre humaine avec ces adolescents. Et on a monté une recherche-action, hein, dont vous verrez comment elle s'est déroulée ensuite, qui a été d'abord financée par la RSPACA et puis ensuite par différents établissements, sur vraiment un processus créatif avec un artiste. La suivante. Donc la méthodologie, vous voyez, on est parti de l'idée qu'il fallait faire une recherche à la fois quantitative et qualitative. C'est-à-dire qu'on a monté un auto-questionnaire dans lequel les jeunes avaient à la fois à cocher des réponses et à la fois à écrire. Donc c'était très ambitieux, parce que ça coûte très cher d'analyser bien évidemment des discours, des choses écrites. Mais moi je me disais qu'il fallait être ambitieux. Si on voulait vraiment avoir un portrait des adolescents, c'était difficile d'avoir pas beaucoup d'items et de ne pas explorer beaucoup de secteurs de leur vie et de ne pas avoir du qualitatif. On voulait avoir un regard au travers de ce qu'on allait doser dans le questionnaire, à la fois phénoménologique, c'est-à-dire comment ils vivaient vraiment la clinique du quotidien, un regard à la fois sociologique, d'où ils venaient, etc. Et puis clinique, est-ce qu'ils avaient déjà des indicateurs de problématiques psychologiques, voire psychiatriques. Et on a mis en place donc une enquête transversale en milieu scolaire. On s'est dit vraiment, la porte d'entrée pour voir les adolescents, c'est quand même a priori le système scolaire, qui a mis en fait pour se mettre en place de 2009, où j'ai eu la première idée, où j'ai pris autour de moi des gens qui étaient d'accord pour bosser avec moi, puis qu'on s'est mis vraiment tous à carburer, et puis ensuite qu'on a réussi à monter l'histoire, à octobre 2013, où l'enquête a été passée sur une semaine dans 3 régions. On va voir pourquoi. Donc, l'idée, c'était de faire passer un auto-questionnaire large, je vais vous détailler un peu les parties, de 350 questions, donc c'était très ambitieux, qui devait durer 1 heure pour passer dans un cours. C'est-à-dire que, comme on rentrait par l'école, il fallait qu'on ait vraiment l'appui des établissements scolaires et qu'1 heure de cours soit consacrée à la passation de ce questionnaire. Est-ce qu'à 18 ans, ils se sentent toujours adolescents ou pas? On avait un peu en tête l'histoire de Tanguy, et puis ce que nous disent les médias, ils sont éternellement adolescents, machin, tout ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voilà, bien. Alors, pourquoi on a choisi 3 zones géographiques, celles-ci? Parce que, en fait, je vais vous raconter la vraie histoire de cette histoire, c'est que j'ai été invitée à faire une conférence dans les Hautes-Alpes en 2008 sur les jeux dangereux. Et dans cette conférence, j'ai fait un peu les conduites à risque, effectivement, et je m'attendais, moi, à avoir une population de professionnels et de grand public, puisque c'était une association qui m'avait invitée, qui allait me dire, oui, vos trucs, Madame Joussel, c'est bien gentil, mais c'est les sauvageons des cités, quoi. Hein. C'est vraiment les ados qui vont mal, les nôtres, ils vont très bien, ils sont à la montagne, il y a du soleil, il y a la neige, tout va très bien. Bon. Et puis, à la fin de la consultation, ils m'ont dit, mais c'est extraordinaire, parce que nous, on a les mêmes que vous, quoi. C'est exact, toute la conférence, je disais, enfin, en Ile-de-France, c'est comme ça, parce que j'avais une espèce de vision un peu idyllique des Hautes-Alpes. Ils m'ont dit, mais pas du tout, chez nous, ils ont exactement le même type de comportement, sauf que ça ne s'exprime pas forcément pareil. Et là, j'ai vu, par exemple, des kinés me dire, nous, on voit beaucoup d'enfants qui sont dans les clubs de ski, qui doivent être champions, tout le monde doit être Luc Alphand, les parents sont derrière. Donc voilà, ils se cassent dans les compétitions, ils se font pas soigner jusqu'au bout parce qu'ils remontent sur les skis pour être vraiment champions, peut-être des fois au bout de 3-4 ans, ils sont vraiment cassés. Et puis quand ils prennent conscience vers 14-15 ans qu'ils ne peuvent pas être Luc Alphand, alors ils font les cons. C'est-à-dire qu'ils prennent la planche de surf, ils sautent des barres rocheuses sans voir ce qu'il y a derrière. Donc le Poitou-Charentes, où on s'est dit, mais alors en Poitou-Charentes, on a une population vraiment intéressante, c'est tous les gamins qui sont dans les lycées agricoles et les maisons familiales et rurales, qui sont enquêtés en général dans les grandes enquêtes, mais comme ils ne sont pas très nombreux, finalement leur avis ne compte pas tellement. Donc on s'est dit, dans cette région-là, on ne va pas regarder l'éducation nationale, on va vraiment aller voir uniquement la population des jeunes en maison familiale et rurale et en lycée agricole, et on a eu à peu près tous les établissements de cette région. Et puis dans le Val-de-Marne, on a tiré au sort
4000 jeunes pour avoir une population représentative. C'est l'inspection d'académie qui a fait ce tirage au sort, pour avoir donc une population quand même qui tient la route et qui est à l'image des populations des grandes enquêtes, comme celle de Marie Choquet par exemple. Il faut avoir en tête que jusque-là, il y a eu en 1993 l'étude Marie Choquet sur les adolescents, qui était un peu comparable à celle-là. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup d'enquêtes, ESPAD, Escapade, HSBC, qui continuent à se faire, mais qui sont des enquêtes sur les adolescents ciblés consommation, conduite à risque, et qui ne prennent pas en compte tous les processus d'adolescence, la relation aux autres, etc., etc. Donc entre 93 et maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, on va faire cette chose très ambitieuse. Et quand on est ambitieux, mais qu'on a un vrai réseau de terrain, eh bien ça marche. C'est-à-dire qu'on a enclenché financièrement en bricolant, c'est-à-dire qu'on a eu 3 000 € du Conseil général et 5 000 € du Conseil régional des Hautes-Alpes. Et à partir de là, on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé voir l'ARS PACA, l'ARS Poitou-Charentes, l'ARS Île-de-France, et de fil en aiguille, on a réussi à monter cette enquête au moindre coût, puisque tous les enquêteurs, vous voyez en bas, ont été des gens qui étaient dans le réseau. On a travaillé avec une boîte qui nous a formaté les questionnaires, qui puissent être scannés pour que tout ce qui était écrit puisse rentrer dans une machine. Enfin, c'est très long, on pourra en parler dans la discussion. La suivante. Donc voilà comment se présente le questionnaire, avec quelque chose qui dit aux jeunes en premier que voilà, on cherche à comprendre les jeunes d'aujourd'hui, hors de tous les clichés, et qu'on a besoin d'eux pour cela. Bien évidemment, on avait géré les choses avec les fédérations de parents d'élèves et les parents avaient donné leur accord. Les jeunes pouvaient évidemment dire non à la dernière minute, et à ce moment-là, ils étaient occupés dans le lycée pendant l'heure de passation. Il y a eu très peu de refus. Et dans les pré-enquêtes qu'on a menées, on est allé faire des pré-enquêtes sur d'autres établissements en France, notamment des CFA, pour avoir des jeunes les plus en difficulté sur un plan scolaire. On s'est aperçu que les jeunes étaient passionnés par ce questionnaire parce que ça les touchait eux. C'est-à-dire que tout le monde nous disait au départ, oh là là, 350 questions, alors on a réduit, parce qu'au départ il y en avait bien plus encore, bien évidemment. Notre ingénieure de recherche, Christine Asler, a été un peu les fourches codines de la recherche, elle nous disait non là, c'est pas possible, c'est trop, etc. Donc dans ce questionnaire, on avait aussi fait très attention à la fin, à leur dire si ce questionnaire vous remue, s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que dans la pré-enquête, dans un des établissements où on était allé, une jeune s'est écroulée, c'est une jeune qui était adoptée, et ce questionnaire a remis en perspective chez elle des choses très compliquées. Donc on leur disait, vous pouvez aller voir l'éducateur, vous pouvez aller voir l'infirmière scolaire, etc. Ne restez pas seuls si les choses ne vont pas. Et évidemment, le réseau a joué son rôle là-dessus pour, peut-être pour certains jeunes, aller provoquer des consultations à la suite. La suivante. Donc voilà en gros le plan d'auto-questionnaire. Vous voyez, des renseignements généraux sociaux et démographiques, la santé, les préoccupations somatiques et psychologiques, avec, on a inclus la DRS qui est une échelle de dépression validée pour l'adolescent. Les comportements, l'alimentation, la sexualité, les consommations. Là-dedans, on a inclus les questions de ESPAD et d'Escapade pour pouvoir comparer à des données qui existent déjà. Des questions sur l'appréhension du corps, des questions sur la vie familiale, sur les loisirs et sur la perception générale de l'adolescence. Ça, c'était très important. Et puis, un gros pavé maladie chronique qu'il remplissait ou pas. Et qui va donner lieu là à une thèse de doctorat psycho. C'est Jean-Luc Douillard qui va faire cette thèse, puisque je suis aussi affiliée au labo de Vanier à Paris 7. Il a commencé à travailler sur diabète, maladie chronique et ces données-là, qui sont des données vraiment très cliniques. C'est-à-dire qu'on a bâti le questionnaire avec, moi je travaille beaucoup en psychiatrie de liaison, donc vraiment avec le ressenti de la maladie chronique de ces jeunes. C'est ça qui me paraissait très important. La suivante. Alors qui y sont ces ados, vous voyez, avec... violents, précoces, désabusés, est-ce qu'ils sont comme ça ou pas? La suivante. Alors, très intéressant l'échantillonnage, vous voyez 15 235 jeunes, donc c'était quand même du monde, bon, filles, garçons, l'âge moyen, très important, gardez-le là en tête, l'âge moyen, ils sont jeunes. La plupart des grandes études, ils vont voir plutôt les plus âgés, que ce soit ceux qui sont à la journée, vous savez, citoyenne, donc ils ont tous plus de 18 ans, que ce soit les autres qui sont souvent interviewés au niveau des lycées. Et vous allez voir, notamment en termes de consommation, on a souvent en tête des chiffres qui sont reliés plutôt aux 18-25, que nous, ils ont une moyenne d'âge vraiment jeune. Quand vous regardez le côté vie familiale, il y en a à peu près 59% qui vivent avec leurs deux parents, et 34% à avoir des parents séparés ou divorcés, ce qui paraît à peu près la moyenne nationale.
On n'a pas encore là, je ne vais pas vous donner les chiffres région par région parce qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées à gérer encore, on est dedans. En tout cas, on a eu l'interdiction par la CNIL de donner des résultats et on ne peut pas les avoir établissement par établissement. Ça me semblait extrêmement important aussi pour que le lycée machin dise pas bah, les nôtres ils sont quand même bien meilleurs que le lycée truc, voilà, ça on n'a pas le droit, c'est par région et je trouve ça très bien. La suivante. Alors, la valeur personnelle, ça c'est un item qui me paraît très important. Déjà, est-ce qu'ils sont adolescents? Vous voyez qu'entre 14 et 15 ans, ils sont 93%. Vous aurez sur tous les graphiques en rouge les filles, en bleu les garçons. Rose, ça nous a paru un petit peu quand même. On a mis rouge les filles et bleu les garçons. Donc 93%, entre 14 et 15 ans, se considèrent comme adolescents. Mais ils sont déjà 89% à 13 ans, ce qui veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'âge des règles, etc., n'est pas en train de devenir de plus en plus précoce aujourd'hui, ça s'est à peu près fixé depuis un bon nombre d'années, ça a avancé, mais c'est assez fixé. Par contre, les signes précoces de transformation corporelle continuent à avancer en âge. C'est-à-dire que dès 10 ans, 10 ans et demi chez les filles, il y a souvent déjà des transformations corporelles. Donc il faut revoir un petit peu nos concepts psychanalytiques, c'est pas seulement les règles qui rentrent par exemple pour la fille dans la puberté, c'est vraiment les débuts de transformation corporelle qui débutent de plus en plus tôt aujourd'hui et dans notre monde extrêmement sexualisé, et on verra tout ce qu'on leur donne à voir de bêtises aussi, ça les plonge dans une problématique déjà de la puberté, peut-être avant même pour les filles d'avoir leurs règles. Hein. Et puis à 18 ans, 43% des garçons et 49% des filles ne s'estiment plus adolescents. Alors ça va contre les tanguis. On est dans une société de la crise, du chômage, de la violence, des difficultés, vraiment, les jeunes voient leurs parents en difficulté pour beaucoup, ça ne les met plus dans une situation de se dire nous on est éternellement adolescents, ils sont aussi dans le monde adulte, et là on est sur Poitou-Charentes en ce moment, c'est sans doute encore plus vrai pour les jeunes qui sont dans des milieux professionnels, on est en train de regarder un petit peu tout ça. Alors, l'item, pour vous, votre valeur personnelle dépend surtout, était pour moi un item très important. J'avais mis dedans, ça me semblait extrêmement important, la créativité. Parce que pour moi, c'est le levier, vous avez bien compris avec la recherche-action qu'on a menée dans les rencontres créatives à côté, c'est le levier de la prévention. Je pense qu'on ne peut pas faire de prévention uniquement en gavant les gens, il faut aller vers eux et réanimer leur esprit de créativité. J'en suis intimement persuadée. Je travaille aussi comme ça dans le service. Je pense que c'est la créativité des soignants qui peut permettre de faire avancer un certain nombre de choses et de lutter notamment contre la pulsion de mort. Bien. Donc on avait mis un certain nombre d'items. Votre valeur dépend de l'image que vous donnez. Bah oui, 75 et 73%. Évidemment, les ados, ils existent dans le regard qu'on porte sur eux. Vous savez qu'on se développe depuis qu'on est petit dans le regard de nos parents. On a une conscience réflexive, c'est-à-dire qu'on s'imagine en train d'être, en train de penser, parce que l'autre nous a regardé comme un être pensant. On sait bien que si une maman complètement mélancolique regarde son bébé en pensant que c'est une chose et qu'elle ne peut rien faire avec, il ne va pas revivre intérieurement la même chose qu'un enfant qu'on regarde en disant « mais tu es un bébé extraordinairement actif, tu es fabuleux, tu as beaucoup d'amour à donner, moi aussi, ça ne va pas faire la même chose, il ne va pas se constituer pareil. » Et sur un plan purement psychologique et sur un plan neurobiologique, on le sait aujourd'hui, son cerveau ne va pas se construire pareil. Ça ne veut pas dire que ça sera figé, parce qu'on sait aujourd'hui que le cerveau bouge beaucoup, et que certains circuits qui se développent d'une certaine façon en inhibant d'autres peuvent être réanimés justement par des expériences de rencontre avec des soignants, par tout ce qu'on a dit de la créativité. Ça ne veut pas dire que c'est figé, et ça veut dire que ça se construit éventuellement comme ça, et que si on ne fait rien, et qu'on continue à les regarder comme des délinquants, des nuls, des mauvais, etc., ça va forcément s'ancrer dans le fonctionnement. Donc, c'est pas étonnant qu'ils disent ma valeur personnelle dépend de l'image que je donne, donc du regard que je porte sur nous. Et il est bien évident que là-dedans, dans toute la prévention et l'éducation nationale, quand maintenant on va donner les résultats d'enquête, on dit aux enseignants, on dit aux proviseurs, on dit aux inspecteurs d'académie, attention à ce que vous renvoyez d'une orientation scolaire d'un jeune. Si vous lui dites, alors t'es en lycée pro parce que t'es nul et que t'as rien pu faire d'autre, c'est vraiment lamentable de faire un CAP, vous êtes tous des nuls. C'est pas tout à fait pareil dans l'estime qu'il a de lui-même que si on lui dit quel bonheur que tu arrives dans une section où tu vas pouvoir créer de tes mains, alors qu'effectivement, toi, ton truc, c'est pas de créer avec les mots. Mais avec les mains, tu vas faire des trucs géniaux. Bon, c'est pas tout à fait pareil dans l'image et sa valeur personnelle. Si on l'attaque là-dedans, sa valeur personnelle va dégringoler, son estime de lui aussi, et bien évidemment, il va avoir des soucis.
On est en train, vous voyez, maintenant de croiser les variables. C'est-à-dire que là, on va regarder ceux qui ne sont pas comme ça, ceux qui disent, bah, finalement, moi, ce qui compte, vous voyez, ils sont à l'autre bout. Ma valeur personnelle compte du nombre d'objets que j'ai. Ils sont très peu nombreux. 14% des garçons, 10% des filles. Qui dit, ma valeur personnelle dépend des objets que j'ai. Ça, c'est la presse, c'est ce qu'on vous dit. Ils sont tous comme ça. Non, 10%. Hein? Alors, ceux-là, on va les voir de plus près, parce que ceux-là, ils posent problème. Ils avaient plusieurs réponses, mais ceux qui ont répondu, ma valeur personnelle dépend des objets, c'est ce qu'ils disent aux parents. Les parents, dans leur conflit de développement, ils disent, je ne peux exister si je n'ai pas la dernière tablette, le dernier iPhone, etc. Mais dans la réalité, ils ne le cochent pas. Ceux qui le cochent, ceux-là, on va aller les voir de plus près. Vous voyez, dans les questionnaires, on va aller retourner, voir dans les autres items qu'est-ce qu'ils répondent. Bon. Autre item très important, l'école, les résultats scolaires, 57% et 63%, ça compte pour l'école, bien évidemment. Et puis l'item qui pour moi était essentiel, en dehors des performances sportives des garçons, le sport, oui, ça compte vraiment pour les garçons plus que pour les filles, c'est la créativité. La valeur personnelle des adolescents dépend pour eux, pour 56% des garçons et pour 52% des filles, donc plus pour les garçons que pour les filles, de leur créativité. Quelle chance! Il faut aller travailler ça dans, bien évidemment, toutes les préventions qu'on va pouvoir faire. Et tout le travail avec eux qu'on va pouvoir faire. La suivante. Leur look, là aussi on dit, ah là, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tous des tas de trucs de look épouvantables. Quand vous leur demandez le look qu'ils préfèrent, le premier qui vient, c'est pour les filles naturelles, 55%, et pour les garçons et les filles ensuite adolescents. C'est plutôt mignonnet. Hein. Look adolescent, look naturel, et puis alors après vous allez vers d'autres choses, mais il y a une chose qui me paraît très importante, c'est féminin-masculin. En pré-enquête, on avait mis look masculin, look féminin. Alors là, les garçons ne comprenaient pas. Ils disaient, mais masculin, ça veut dire quoi? Alors on leur a dit, ben, je sais pas, c'est l'inverse de féminin, enfin je sais pas, c'est complémentaire, ça leur parlait pas. Donc ils nous ont demandé, on a vraiment travaillé cet item qui était compliqué, ça se divisait pour eux, le fait d'être un garçon, entre virilité et le côté physique, athlétique. Alors quand vous regardez entre virilité et athlétique, effectivement ils se mettent là, les garçons, hein, mais beaucoup moins que les filles. C'est-à-dire que la féminité à l'adolescence aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est forcément des bonnes choses derrière. Hein, parce que comme elle consomme, vous le verrez, le plus de télé-réalité possible, la féminité n'est pas forcément ce qu'on attend, nous femmes, de la représentation positive qu'elle pourrait avoir. Mais en tout cas, les filles, c'est féminin, c'est simple, comme look, évidemment. Les garçons, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être un garçon adolescent, c'est plus compliqué sans doute qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui? C'est vrai que les représentations sont très compliquées, puisqu'on demande aux hommes d'être féminins et maternants autant que les femmes. Le pauvre homme qui n'est pas là à l'accouchement de sa femme, ou qui dit qu'il va tourner de l'œil, la sage-femme lui dit, quand même, monsieur, faut pas exagérer, vous devez être là. C'est ce qui aboutit à des trucs parfois un peu originaux. Un copain comme ça, la sage-femme lui dit, mais votre femme va pas bien, aspergez-la, enfin, prenez la bombe à eau, prend la bombe à eau, il s'asperge lui-même. Donc ça va, mais non, mais c'est moi qui ai besoin. Donc il faut aussi arrêter de vouloir que les hommes soient exactement à l'identique des femmes. On leur demande aussi d'être très maternants, on leur demande d'être très virils, on leur demande d'être très macho, dans la plupart quand même des productions TV sur la question. Donc les garçons aujourd'hui, ils sont en difficulté. On revoit ça dans certaines études sur le langage. On peut revoir des études par exemple d'Alamato Milac que j'apprécie beaucoup et qui dit que les jeunes qui ont le moins de mots dès l'école primaire, il y a plus de garçons que de filles. C'est-à-dire que les garçons investissent moins le langage, on le sait depuis toujours, mais aujourd'hui ça compte en nombre de mots, donc en possibilité d'aller vers les concepts que les filles, et que la valorisation du travail scolaire, de la réussite, est moins forte aujourd'hui dans l'esprit des garçons que dans celui des filles. Donc vous voyez, à l'adolescence, en termes de prévention, il y a à travailler là-dessus. C'est quoi être un mec, quoi? Quoi être un mec aujourd'hui? C'est pas forcément simple pour nos adolescents. Et puis, très important, il y en a une grande majorité, 86%, un peu plus les filles que les garçons, qui attachent énormément d'importance à la façon dont ils s'habillent. Alors ça, on le savait, mais pourquoi c'est important? Parce que quand ils se dépriment, on le verra tout à l'heure dans l'item, quand ils se dépriment, ils continuent à faire extrêmement attention à la manière dont ils s'habillent, donc on ne voit pas qu'ils sont déprimés. Quand un déprimé adulte, quand même, la plupart du temps, en gros, hein, je ne suis pas psychiatre de l'adulte, mais les souvenirs que j'ai, puis quand je vois des parents, les femmes, elles commencent à plus se maquiller, hein, à s'habiller un peu moins bien, les hommes, ils font moins attention aux trucs tachés sur leur costume, il y a quelque chose qui
sud de l'apparence. Les ados, non, l'apparence est au premier plan. Donc ça va être dur d'aller diagnostiquer ça et de faire secondairement, évidemment, du soin. La suivante. L'image qu'ils ont de leur corps, bon, ils sont très attentifs à leur physique, hein, ça on le savait aussi, mais on avait posé la question, parce que ça me semblait très très important, l'image du miroir. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que vous vous en fichez ou est-ce que vous êtes content? Alors en rouge et en orange, à gauche vous avez les garçons, au milieu les filles, et vous éliminez la colonne de droite, vous en fichez, c'est poulet. Hein. Alors vous voyez que les garçons, il y en a 3% qui quand ils se regardent dans le miroir, ils sont tristes. Alors vous voyez dans le travail qu'on est en train de faire de regroupement de variables, ça c'est une variable évidemment très inquiétante pour nous. Si quand je me regarde dans le miroir, je suis triste, c'est que ça va vraiment pas, hein. D'accord? Donc 3% des garçons, 11% des filles. Ce qui est énorme, et vous allez voir, ça va correspondre au chiffre de dépression. Donc voilà un item intéressant, plutôt que d'aller forcément poser la question de la dépression dans un club de sport, chez un animateur de lien social ou dans un conservatoire de musique. Il est peut-être intéressant de savoir un petit peu comment ça se passe avec le miroir ou de travailler avec le miroir. Ceux qui doutent, bah, vous voyez les filles 45%, les garçons 20%, les autres bon, ils s'en foutent ou ils sont contents. Hein. Mais en tout cas, ces chiffres-là nous font penser que l'image de soi chez les filles aujourd'hui, elles sont très féminines, oui, la féminité, mais à quoi ça renvoie dans l'estime de soi? C'est plus compliqué. Hein. La suivante. Alors, dans leur sexualité, c'est assez intéressant, puisque vous vous rappelez qu'on a une moyenne d'âge de 15,4 ans, donc ils sont jeunes. 88% disent déjà avoir été amoureux dans leur vie, c'est quand même tout à fait rassurant. Ils sont amoureux, quoi. C'est pas le sexe, machin. Non, ils sont amoureux, fleur bleue, quoi. Donc ça fait plaisir. 38% ont déjà eu des rapports sexuels, mais 69% étaient déjà amoureux de la personne. Ça aussi, c'est quand même relativement rassurant. Ce qui ne veut pas dire que tout va bien. Vous voyez, la presse, c'est toujours en tout ou rien. C'est-à-dire, bah, ils vont tous bien, donc, oui, alors donc, il n'y a rien à faire, il suffit de mettre des crédits de prévention, ça va. Non, ils vont globalement bien. Par contre, bien évidemment, par exemple, les 11% des garçons et les 4% des filles qui ont eu des rapports sexuels à 13 ans ou juste avant, et qui ceux-là sont moins amoureux quand ils ont les rapports sexuels et qui globalement se protègent moins, c'est une population à risque. Mais ça fait beaucoup moins de jeunes. Donc ceux-là, on peut peut-être aller les approcher vraiment. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée de cette enquête. Hein. Vous voyez que les préservatifs, ça marche, hein, en gros quand même, il faut continuer bien entendu à leur expliquer que c'est important. C'est pas évident, j'allais dire, d'avoir accès aux préservatifs dès le premier rapport sexuel, psychologiquement c'est pas simple, mais on a l'impression qu'ils sont quand même responsables, hein, ces jeunes, par rapport à la protection. La suivante. Alors leur relation avec leurs parents. Déjà, globalement, bah, ils sont contents, hein, surtout avec leur mère, mais c'est pas étonnant puisqu'il y a beaucoup de monoparentalité avec les mères. Donc tous ceux qui sont en monoparentalité avec les mères écrivent « je suis bien avec ma mère ». Donc globalement, ils sont bien avec leurs parents, plus avec leur mère en fonction de ça. Mais alors, il y avait une question qui, moi, me paraissait extrêmement importante. J'ai fait suer ma collègue pour qu'elle reste. Je disais « bon, on verra, voilà ». On a réussi à la garder, j'ai eu raison, j'étais contente. C'est que pour moi, quand je vois un adolescent en consultation, le dernier rempart de l'attaque de lui-même, c'est quand il pense que ses parents le reconnaissent. Alors le reconnaissent, le pensent intelligent, le pensent beau, le pensent bien dans la vie pour plus tard, ont confiance dans l'avenir pour lui. Enfin, c'est toujours l'histoire de regard de l'autre sur soi. Donc j'avais posé la question, est-ce que vous pensez que vos parents vous trouvent beau? Donc vous voyez, 88% oui, donc globalement ils vont bien, 12% non. Donc ceux-là, on va aller les voir. Est-ce que c'est les mêmes qui sont tristes quand ils se regardent dans le miroir? Est-ce que c'est les mêmes qui vont être déprimés? Est-ce que c'est les mêmes? Et vous voyez qu'on va déjà vers des idées de prévention importantes, hein, qui sont beaucoup plus subtiles que juste des gros trucs qui coûtent très cher et qui, à mon avis, parfois ne servent pas à grand-chose. La suivante. Les limites, ils sont aussi assez responsables. Les fins. Alors, on avait posé plein de questions sur les limites. Encore une fois, je ne vous donne que certains items, hein, sinon on y passerait la journée. Mais, en gros, 57% ils pensent que les adultes posent trop de limites aux ados. Ils sont ados. Hein. Bon, mais 57%, c'est pas 92, hein. C'est quand même intéressant. 75% pensent que les adolescents ont besoin de limites, hein, pour ne pas se mettre en danger. Intelligents. Bon, ils sont loin d'être ceux qu'on nous présente. Hein.
Par contre, et alors ça, je trouve ça d'une finesse, parce que vraiment génial, j'avais posé cette question sans trop imaginer ce qui pourrait en dégager, 77% pensent que trop de limites poussent à se mettre en danger. On est dans une société de la surlimite, de la loi en millefeuille, des interdictions multiples, des règlements qu'on est obligé de sans arrêt remettre, et on rajoute un machin. Et s'il y avait ça, la gestion des risques avec tous les risques possibles, alors c'est important d'avoir la gestion des risques, bien évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Dans un hôpital où on a des jeunes qui déambulent, partent, on les identifie par exemple. Évidemment, ils n'ont pas de langage, on va pas dire ils vont se balader, on s'en fout. La gestion des risques, c'est important. Mais on ne peut pas cartographier tous les risques et interdire tout parce que ça donne ça. Et on est dans une société de ça. J'ai trouvé ça quand même vraiment très intéressant sur comment les adolescents vivent les limites, c'est quand même très subtil. Par ailleurs, vous voyez qu'à peu près la moitié pensent que le plus important dans leur vie, on leur demandait est-ce que c'est d'être dans l'émotion, dans la sensation, les deux. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui pensent que c'est les deux qui sont importants. Le lien entre la sensation et l'émotion. Ça aussi, c'est très positif. On se dit toujours, ceux qui sont en danger, c'est ceux qui sont que dans la sensation. C'est vrai, mais il y en a quand même beaucoup qui pensent qu'il faut lier les deux, ce qui est tout à fait intéressant. Et puis, il y en a 34% qui pensent qu'il ne faut pas calculer les risques. Alors, ceux-là, on va aller les regarder, il y en a 34%. Vous voyez, quand on parlait de facteurs aggravants et de facteurs qui peuvent protéger, dans ces 34%-là, est-ce qu'on en a 10% qui passent à l'acte, se mettent à faire du sport pour se faire mal, etc. Quels sont les facteurs de vie pour eux qui sont des facteurs aggravants, et puis les autres, peut-être ils ne passent pas du tout à l'acte par ailleurs, ils ont juste une pensée adolescente, il ne faut pas prendre de risques en les calculant, il faut prendre des risques en les calculer. Vous voyez la nature maintenant du travail qu'on a à faire. La suivante. La scolarité, c'est essentiel. Les 3 premiers items, c'est utile pour l'avenir, obligatoire, important, essentiel pour vos parents. Tous, ça crève le plafond entre 85 et 95%. Fatigant, vient au deuxième terme. Alors, ils dorment assez mal, les ados, on le sait, sur un plan clinique et en fonction des remaniements hormonaux, plein de choses. On va voir que sur les écrans, il y a des problèmes, mais il n'y a pas des problèmes de 84% des adolescents. Il y en a pour 5 à 10% des adolescents, donc c'est pas ça non plus. C'est sans doute aussi que l'école, c'est fatigant, parce que la façon d'enseigner, les modalités de fonctionnement de l'école, ce qu'on disait tout à l'heure, l'orientation qui n'est pas celle qui vous convient, l'obligation de rentrer dans des moules quand vous n'arrivez pas à y être, ça fatigue. Donc il y a aussi à travailler le fond, le contenu de l'enseignement sûrement. Et puis il y a stressant, énervant, 70% pour les filles, 64% pour les garçons. On retrouve là le stress de l'école, alors entre le harcèlement, tout ça bien évidemment, mais aussi cette histoire de réussite scolaire. Vous voyez qu'il y en a en gros 28% qui pensent que l'école c'est la seule chose qui compte pour les parents. Donc ceux-là aussi on va regarder, est-ce qu'ils sont tous comme ça, et puis ils ont tous des conduites à risque, ou au contraire ces 28% disent ça, mais il y en a seulement un certain nombre qui vont vers des conduites à risque. Qu'est-ce qui les pousse à y aller? On va aller regarder bien évidemment tout ça. Très peu qui pensent que c'est inutile, plus les garçons que les filles, mais 12% et 6%, donc on retrouve toujours ces pourcentages, entre 10 et 15% de jeunes qui disent vraiment des choses qui nous inquiètent. La suivante. Les filles sont plus matures, plus lucides et plus inquiètes. Vous voyez, elles sont le double quasiment des garçons à se poser des questions sur elles-mêmes, et elles sont aussi quasiment le double des garçons, enfin pas le double, plus que les garçons, à se poser des questions sur le monde en général. Et 46% se posent vraiment des questions en doutant sur l'avenir. Ça veut dire que quand on fait de la prévention, il faut avoir ça en tête. Il faut avoir en tête que les garçons sont plus dans la créativité que les filles, et que les filles doutent plus. Donc on va peut-être leur proposer des outils différents, et peut-être les aborder d'une façon différente. Ça, les gens de terrain, ils vous disent, les éduques de rue, ils savent qu'ils ne vont pas avoir les filles et les garçons exactement de la même façon. Même si la psychopathologie des filles, entre guillemets, se masculinise, c'est-à-dire qu'elles sont plus violentes aujourd'hui qu'il y a 15 ans, elles consomment plus, on va voir qu'il y a 15 ans, mais il reste des questions essentielles. On ne va pas citer Aragon, la femme est l'avenir de l'homme, on ne va pas vous faire cette offense-là, mais il y a sans doute quelque chose qui interroge plus les filles que les garçons dans certaines choses, et on le voit très clairement dans leurs réponses. La suivante. Les consommations de substances, on va aller assez vite sur la question, mais les filles fument plus que les garçons aujourd'hui, très clairement. Elles fument plus de façon expérimentale, dans le mois, en usage quotidien. Il n'y a que dans l'usage intensif
où les garçons 5% et les filles 4% se différencient un peu dans l'autre sens. Sinon, le tabac, c'est le problème des filles. Et on fume plus dans les Hautes-Alpes que dans le Val-de-Marne. Ça veut dire que dans une région magnifique où on fait énormément de sport, vous allez voir, le sport c'est une obsession, et ben ils fument plus que chez nous. Donc vous voyez que la prévention, c'est pas seulement fait du sport, machin, ils en font eux. Donc pourquoi ils fument? C'est le pourquoi. La suivante, au niveau de l'alcool, les garçons consomment plus que les filles. Vous vous rappelez toujours notre moyenne d'âge, on n'est pas à 25 ans, on est à 15,4 ans. Alors je ne vous ai pas fait les trucs par âge, parce que c'est évidemment, ça va, plus ils sont vieux, plus c'est important, mais sinon, là encore, on y passe la journée. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, expérimenter l'alcool à 15,4 ans de moyenne d'âge, c'est dans les mœurs. 82% des garçons, 78% des filles. Dans le mois, ce n'est pas des chiffres anodins, 54% des garçons, 44% des filles. Plus dans les Hautes-Alpes, encore une fois, que dans le Val-de-Marne. La suivante. Ce qui pose vraiment problème, c'est les alcoolisations ponctuelles intensives. Ça, c'est vraiment une catastrophe, puisque je vous rappelle qu'ils ont 15,4 ans. Ce n'est pas les élèves des écoles, des grandes écoles qui ont le BDE, qui est abreuvé par les gens qui vendent de l'alcool. C'est collège et lycée. Et vous avez un taux d'API dans le mois, c'est-à-dire j'ai eu au moins une API dans le mois, 42% des garçons, 34% des filles. Et régulièrement répété, 19% des garçons et 11% des filles. Donc ça, c'est le problème, l'alcool de santé publique, l'API, avec quand même ce qu'on a projeté peut-être aussi médiatiquement là-dessus. À force de dire, voilà, les jeunes d'aujourd'hui, dans les BDE, ils se saoulent, machin, c'est devenu une espèce d'image identificatoire pour certains. Devenir adulte, c'est se saouler, se saouler vraiment beaucoup, jusqu'à tomber par terre, voilà. C'est devenu une image identificatoire pour certains. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à remonter à l'envers. La suivante. Le cannabis, plus les garçons que les filles, mais quasiment pareil dans certains domaines. 34% des garçons, 32% des filles expérimentent. 22% des garçons, 17% des filles en usage dans le mois, et en usage vraiment régulier. On retrouve toujours les chiffres qui sont des petits chiffres, mais qu'il faut aller voir. 9% des garçons et 5% des filles, là aussi plus dans les Hautes-Alpes que dans le Val-de-Marne. Donc on voit bien qu'il faut aller dans l'envers du miroir pour essayer d'aller faire de la prévention. C'est pas parce qu'on fait plein de sport et qu'on est dans un département de rêve qu'on consomme pas. Il faut aller chercher le pourquoi, et le pourquoi il est dans ce qu'on disait de la culture, de l'estime de soi, des processus de parentalité. La suivante. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une petite partie des jeunes, et toujours les mêmes chiffres, qui vivent vraiment mal leur adolescence. On posait comme question, par exemple, est-ce que vous vous faites mal exprès? Jamais, un peu, souvent, très souvent, etc. 9% se font du mal exprès, assez ou très souvent, avec 12% des filles. Vous vous rappelez celles qui sont tristes quand elles se regardent le miroir, 11%. Vous allez voir les taux de dépression, c'est la même chose. On est en train de croiser tout ça pour voir si c'est les mêmes, bien sûr. Et 6% des garçons. Et les garçons, eux, ils jouent plus souvent aux jeux dangereux. 14% des garçons, 5% des filles. Avec là, on a mis les Hautes-Alpes en bleu, parce que c'est le bleu des Hautes-Alpes, on a mis le Val-de-Marne en vert pour dire qu'il y a quand même de la nature dans le Val-de-Marne. Vous voyez que les garçons jouent plus aux jeux dangereux dans le Val-de-Marne que dans les Hautes-Alpes. Pourquoi? Parce que dans les Hautes-Alpes, ils font du sport comme jeu dangereux. On va le voir tout à l'heure, ils sont beaucoup plus nombreux à se faire mal en faisant du sport, c'est-à-dire sauter une paracheuse, c'est aussi une espèce de jeu dangereux. Donc l'outil, le processus est le même, la nature du problème est le même, l'outil est différent. Donc il faut juste aller dire qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux outils qu'ils utilisent. La suivante, quand ils ont des idées noires, ça aussi c'est un thème très important, qu'est-ce qu'ils font quand ils pensent que la vie ne vaut pas d'être vécue? C'est le spleen adolescent. Voilà. Alors, il y a quelques années, chez Marie Choquet, quand il y avait une question à peu près pareille, ils allaient voir leurs copains. Ici, aller voir des copains, vous voyez c'est le troisième, c'est 36% des garçons et 35% des filles. Aujourd'hui, ce qu'ils font en premier, c'est qu'ils s'isolent. Pourquoi? Parce qu'ils vont immédiatement sur Internet, sur les réseaux sociaux, ils utilisent leurs ordinateurs pour jouer aux jeux vidéo. Vous voyez que les garçons, ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, 45%. Donc c'est un peu dans le message aux parents quelque chose qui est compliqué. Il y a 25 ans, on disait « Surtout n'entrez pas dans la chambre de vos enfants, laissez la porte fermée, ils mettent un sens interdit, c'est leur intimité, voilà, faut jamais y aller, etc. etc. »
aujourd'hui, j'aime beaucoup aller voir sur le terrain ce qui se passe, et j'ai participé à une soirée Forum Théâtre en Poitou-Charentes, autour de cette enquête d'ailleurs, où une scène qui avait été jouée par des adultes qui sont référents de ce Forum Théâtre, donc avec des adolescents dans la salle qui disent bah, ça va pas, rejouez-le comme ci, rejouez-le comme ça, c'était une rupture amoureuse par SMS. Donc il y avait un jeune, sa nana lui disait voilà, je t'aime plus, de toute façon t'es nul, voilà. Donc il allait pas bien, il rentrait chez lui, la première chose qu'il faisait, il allait se fermer dans sa chambre. Ses parents rentraient, disaient bah, pourquoi il est pas là, montaient, ils disaient non je veux pas manger, j'ai pas faim, etc. Et très rapidement les parents se décourageaient, ils disaient on peut aller dans sa chambre, on va pas y aller, on va attendre qu'il descende, etc. Et le jeune finissait par essayer de faire une tentative de suicide, la scène s'arrêtait là. Et les jeunes dans la salle ont dit mais ils sont bêtes ces parents. Il faut qu'il rentre, il faut qu'il tape, il faut qu'il monte un plateau et qu'il ouvre la porte, il faut qu'il voit sa tête. Parce que peut-être qu'il est en train de remanier des idées noires, peut-être que sur Internet, bah, il a vu la façon de se suicider. Là récemment, aux urgences de pédiatrie d'un hôpital, on a vu une gamine qui s'est suicidée par noix muscade, il faut quand même le faire. D'aller trouver sur Internet que la noix muscade à haute dose peut vous permettre de mourir. Enfin, je veux dire, c'est des outils qui peuvent être très toxiques, vous dites Internet. Donc, s'isoler, aujourd'hui, particulièrement pour les filles, 64%, c'est à la fois quelque chose qui peut les régénérer. Je m'isole, je vais sur Facebook et j'ai mes copains qui me disent mais non, t'inquiète pas, ta mère est une imbécile, elle t'a engueulé, mais c'est pas juste, la dénoncie, etc., tout va très bien. Soit, s'ils vont déjà très mal, ils peuvent avoir accès à des choses très inquiétantes. Ils peuvent remanier les choses tout seuls dans la tête. Et c'est vrai qu'on travaille aussi en ce moment sur les processus de radicalisation. C'est un des moyens aussi utilisés par les gens qui comprennent très bien que quand ils vont pas bien, ils s'isolent, ils sont sur Internet, et à ce moment-là, ça peut être un outil dangereux. Internet est un outil extraordinairement positif et potentiellement dangereux, donc il faut y penser. Mais très clairement, la dépression aujourd'hui est une problématique importante chez les filles, comme chez les garçons, beaucoup plus chez les filles que chez les garçons. Vous voyez la population à risque de dépression. Dans cette échelle, on appelle ça subdéprimée. Cette population-là, on va la voir de plus près, parce que c'est celle qui doit avoir des facteurs aggravants ou des facteurs au contraire de prévention, enfin, qui peuvent limiter les dégâts. Dans les items de subdépression, quand une personne est subdéprimée, elle a autant de risques de faire une tentative de suicide que quelqu'un qui est déprimé. Donc c'est très inquiétant de voir un jeune subdéprimé. Mais sans doute, ceux-là ont des facteurs de protection qui les amènent à ne pas faire des tentatives de suicide, puisqu'on voit que les chiffres de suicide, c'est quand même pas ces chiffres-là. Donc on va aller vraiment regarder, on va avoir une thèse sur la question dans l'unité de Bruno sur ces items-là de la dépression, aller vraiment fouiller cette population de subdéprimés, quels sont ceux qui ont des facteurs de protection, et activons ces facteurs de protection, et ceux qui ont des facteurs aggravants. Sur les TS, vous voyez que les chiffres ne sont pas non plus tout à fait légers, 8% qui ont fait au moins une thèse dans la vie, plus les filles que les garçons bien évidemment, et 4% qui en ont fait plusieurs. La suivante. Même s'ils sont déprimés, ils vont très peu voir les psys. Ils conseillent les psys à leurs copains, beaucoup, mais eux, ils n'y vont pas. Non, mais c'est quand même intéressant. Alors, quand on donne ça comme résultat, on dit ah bah oui, mais de toute façon, les CNP, il y a des listes d'attente, il n'y a pas assez de moyens, c'est vrai aussi. Mais c'est pas seulement vrai. Parce qu'ils disent, les copains, on leur conseille d'y aller. Mais eux, c'est plus compliqué. Moi, je crois que dans la prévention, parce que vous voyez quand même qu'il y en a 18% des filles déprimées et 13% des garçons déprimés vont voir un psy. C'est minuscule. Minuscule. Moi, je crois que dans la prévention, il faut qu'on aille expliquer ce qu'est qu'un psy, quoi. Il faut vraiment y aller, quoi. Il faut expliquer aux jeunes, il faut faire des groupes débats, il faut, je sais pas, imaginer des systèmes qui montrent ce que c'est qu'un travail avec un psy, que c'est pas être fou, que c'est pas faire de la masturbation intellectuelle, que ça sert pas à rien, que c'est pas immédiat, et que des psys dans des modalités de médiation peuvent aussi être des gens très importants. La suivante, la maladie chronique, vous voyez, c'est les chiffres qu'on a, 17%, dont 13% d'entre eux, ils se sont cotés maladie chronique parce qu'ils ont un problème psychiatrique. C'est quand même là aussi une prise de conscience de soi que j'ai trouvée assez chouette. 53% vivent plutôt bien leur maladie et 76% pensent que la maladie ne les empêche pas d'être des ados comme les autres. On est en train maintenant d'aller faire tous les items là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de progrès en pédiatrie pour accompagner les enfants qui ont des maladies chroniques et que ça paye quand même globalement dans le vécu de la maladie. La suivante. Dans les loisirs, on voit très bien que les ordinateurs, autour de 40%,
pour jouer plus pour les garçons que pour les filles vont plus sur internet, sur les réseaux et sur les sites, les garçons plus pour jouer. Vous voyez en bas la lecture, 8,3% des filles, 5,7% des garçons dans le loisir général. C'est-à-dire que la lecture, c'est minimaliste dans leur loisir. La suivante, 80% regardent la télévision plus de 3 heures par jour, surtout le soir et surtout dans le salon. Ça aussi, on imaginait, Alain, ils sont dans leur... Non, ils sont là au milieu, donc profitons-en. Ils regardent des conneries. Expliquons-leur que c'est des bêtises. Tu regardes les ch'tis, je ne sais où, qui sont mais vraiment décérébrés. Essayons d'en rire. Essayons de dire, attends, mais c'est ça la vraie vie, quoi. C'est quoi cette histoire? Il faut interagir autour de ces matériaux qui regardent surtout les filles. 73% des garçons jouent sur l'ordinateur. Vous voyez que les chiffres sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'en 93. Marie Choquet, c'était 59% des garçons, aujourd'hui 73%. Aujourd'hui 54% des filles, 27% pendant Marie Choquet, donc vous voyez, important. Surtout les plus jeunes ont augmenté la consommation d'ordinateurs. 90% ont plusieurs consoles de jeux, la plupart, une ou plusieurs consoles de jeux. Et les garçons sont beaucoup plus sur les jeux en réseau que chez les filles, qui seront, elles, plutôt sur Internet. La suivante. Ce qu'ils préfèrent au niveau des émissions de télé, c'est assez intéressant, les films, les séries, tous ensemble, avec en premier lieu les Simpsons, pour les deux. Les filles, après, elles aiment bien les héros un peu tordus. Genre Dr House, vous voyez. Le type qui est beau, super intelligent, macho, ignoble, mais quand même, il est gentil. Il est toxicomane en plus. Bon, voilà. Et alors, ce que vous voyez là qui est très intéressant, c'est que les garçons, 76% le sport, les filles, 67% la télé-réalité. Donc la télé-réalité est un outil de prévention, sauf que c'est un outil d'avertissement aujourd'hui. De plus en plus dramatique, parce que moi je cartographie un peu tout ça, de semaine en semaine, c'est pire ce qu'on donne à voir en télé-réalité. C'est de plus en plus pervers, on en viendra dans la discussion. C'est très inquiétant, parce que les filles la regardent beaucoup. Donc vous vous rappelez après les 11% qui ne vont pas bien dans le miroir, les 17% de déprimés, il y a de quoi se déprimer quand on consomme ça régulièrement. La suivante. Donc, bon, ça, on va passer. En tout cas, juste les livres. Vous voyez, Marie Choquet, lire des livres plusieurs fois par semaine ou plus. Chez Marie Choquet, il y en avait quand même beaucoup plus que chez nous. Ils sont 2 fois moins nombreux aujourd'hui à lire souvent, quel que soit leur sexe. La suivante. Les amis de la réalité, très important. Ils préfèrent nettement les amis de la réalité que les amis d'Internet. Donc ça aussi, il faut arrêter. Oui, peut-être qu'il y en a 9% qui ont 1000 amis d'Internet et qui sont en danger. Ceux-là, il faut aller les rencontrer. C'est pas la peine de mettre des affiches, il faut aller les voir. Mais tous les autres, ils disent aux parents, ouais, mais en réalité, leurs vrais amis, c'est beaucoup plus important. La suivante, ils sont beaucoup plus satisfaits. Et pourquoi ils sont satisfaits des amis de la réalité? Vous voyez, 99%. Parce qu'on peut se confier à eux. Parce qu'on peut se retrouver ensemble, parce qu'ils vous comprennent mieux, parce que vous avez des centres d'intérêt communs, et ça j'ai trouvé ça trop mignon, parce qu'on peut se prendre dans les bras. On a mis, nous, des items, et ils sont allés les chercher, et il y a aussi des choses qualitatives qu'ils ont écrites. Faire des câlins, par exemple, c'est très important avec les vrais amis. Par contre, vous voyez que les disputes familiales, ça aussi dans la prévention c'est important, ils en parlent très peu, pas du tout à l'infirmière scolaire, pas du tout au CPE, pas du tout aux gens de terrain. Ils en parlent aux amis de la réalité, 64% des filles, 38% des garçons, et pas du tout aux amis d'Internet, 3%. Donc vous voyez bien que les disputes familiales, dont on sait qu'elles sont un facteur psychopathologique important, on sait que dans le divorce, les enfants qui ne vont pas bien, c'est ceux pour qui les conflits familiaux restent présents, et ben ils ont beaucoup de mal à en parler, et les adultes de terrain ne suffisent pas. Il faut qu'on travaille ça, c'est évident. La suivante. Les réseaux sociaux, aujourd'hui être ado, c'est aller sur les réseaux sociaux. 88%, c'est évident. Facebook préféré, avec, je ne sais pas si vous avez regardé un envoyé spécial sur Google, là il y a une semaine. Vous vous rendez compte que la confidentialité des données, etc., c'est une véritable catastrophe. Alors eux, ils s'en foutent, ils sont dépassés par tout ça. Là, ils s'en foutent de la confidentialité. Ils vont sur les réseaux parce que leurs copains vont sur les réseaux en grande majorité. Certains ont peu conscience des problèmes, mais c'est leur temps, quoi. Ils ne peuvent pas ne pas aller sur les réseaux en fonction
de ces items de confidentialité et de risque qui sont dessus. Par contre, c'est vrai qu'il faut un peu les éduquer à ça, parce qu'ils peuvent arriver à des choses très inquiétantes. Vous savez, cette histoire qui est vraie, hein, toutes les photos qu'on met sur Google, quand on envoie dans nos mails et tout, sont stockées dans des bases de données. On a cliqué un jour, on a signé qu'on était évidemment d'accord pour qu'on les utilise, on ne sait pas pourquoi ni comment. Et aux États-Unis, il y a des jeunes qui se sont retrouvés en photo parce qu'ils avaient de l'acné avec prenez la crème machin quand vous êtes acnéique. Ils se sont vus placarder sur tous les murs, vous imaginez le harcèlement à la suite, ils ont porté plainte, et dans la loi des États-Unis, parce que Google c'est les États-Unis, quand on clique nous en France, c'est la loi des États-Unis, et ben ils ont perdu. C'est-à-dire que leurs photos ont continué à être placardées avec leur acné, et vous voyez que c'est quand même très inquiétant. Donc il y a des choses à travailler là-dessus, il y a beaucoup de choses faites là-dessus, et bien faites par un tas d'assos qui font ça très bien. La suivante, donc ça on l'a déjà vu, on passe. Les jeux vidéo préférés, bon, c'était pas une surprise, les garçons, c'est le combat, la guerre, 55%, et les filles, c'est beaucoup plus diffracté dans plein de trucs, notamment des jeux un peu mathématiques, ludiques, Tetris, autres trucs du même genre, vous voyez, c'est vieux Tetris, mais ce genre de choses-là. Hein. La suivante, donc ça on l'a vu aussi, la suivante, ils jouent plutôt le soir et un peu la nuit en semaine. Ils jouent quand même beaucoup, vous voyez, même en semaine, 68% des garçons jouent. Hein, donc on ne peut plus dire aux parents interdisez complètement les consoles. C'est comme le message de Tisseron, il est intelligent, hein, pas de console avant tel âge, c'est complètement dépassé. Chez les parents, ils vous disent, attendez, mais moi, il a le smartphone dans mon sac à main, il a 18 mois, il sait mieux le faire marcher que moi, quoi. Il tape déjà sur le truc. Donc, pas d'écran avant machin, il faut plus métaboliser. Faites autre chose que ça. Il y a ça dans votre vie, mais faites aussi autre chose que ça. Je pense que c'est plutôt ça le message aujourd'hui. Hein. La suite, dans le sommeil, vous voyez, ce qui est important là, c'est ce qui est en jaune. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui jouent vraiment beaucoup, plus de 4 heures par jour, donc forcément la semaine, si vous jouez plus de 4 heures par jour ou en jaune plus de 8 heures par jour, forcément vous jouez la nuit. Mais les médias disent attention, non, c'est pas tous. Ceux qui ne jouent pas comme ça, et à qui on dit tous les jeunes jouent ça, ils disent ouais, les adultes, c'est vous êtes vraiment des nuls, nous on ne joue pas la nuit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, j'envoie pas des SMS à 3h du matin. Mais oui, il y en a 6% en semaine des garçons et 1% des filles qui font ça. Ceux-là, il faut aller les rencontrer. La prévention, elle est là, elle n'est pas dans message général aggravant qui devient secondairement cercle vicieux, une image identificatoire, comme les étudiants des grandes écoles ils se bourrent, donc nous aussi on va se bourrer. Si être adulte c'est envoyer des SMS la nuit, alors on va commencer à le faire, il faut arrêter de médiatiser les choses comme ça, il faut partir à l'envers, il faut dire peu de jeunes font ça, ceux-là vont mal et allons les rencontrer. La suivante. Alors quand ils sont accros à quelque chose, vous voyez les garçons c'est vraiment en premier le sport, puis les jeux vidéo, les filles c'est le tabac qui vient en premier. C'est impressionnant quand même, hein. Quand on leur demande est-ce que vous êtes accro à quelque chose, les filles en premier c'est le tabac, 9%, c'est pas des chiffres affolants, hein. Mais ces chiffres-là, il faut aller les voir. La suivante, leur pratique du sport, ils en font pas mal, hein. Vous voyez dans les Hautes-Alpes, les garçons et les filles font du sport très régulièrement, dans le Val-de-Marne, moins. Donc, par exemple, les clubs de sport dans les Hautes-Alpes sont les lieux de prévention numéro 1 à aller voir. Il faut former les animateurs de sport à vérifier, à voir, à aller dépister les jeunes qui ne vont pas bien. La suivante, ça c'est aussi très intéressant dans le sport. En gros, les 3 items en haut, ils font du sport pour le plaisir, pour être en bonne santé, pour se sentir mieux dans le corps. Bon, des trucs très sympas. Quand vous allez vers le bas, vous voyez 15% des filles, 18% des garçons vous faire mal quand vous n'avez pas le moral. Ceux-là, ils sont intéressants à aller voir. Hein. Et ceux-là, ils sont plus dans les Hautes-Alpes. Parce que le sport est un truc numéro 1 pour aller se faire mal. Donc voilà, dans les trucs de prévention, quelque chose qu'on va aller revoir. La suivante. Donc pour conclure l'étude épidémiologique, ensuite je vais vous parler un petit peu des rencontres créatives, on pourrait dire en gros que la grande majorité des ados, ils vont bien. Mais une part des jeunes va mal, voire très mal, voire de plus en plus mal. Nous, c'est ce qu'on voit aux urgences. Ils sont tous, tout le temps, entre 9-10% à avoir des variables inquiétantes. Le premier article qui va sortir de cette recherche, c'est ça. C'est la co-occurrence de certaines variables sur un nombre de populations de cet ordre-là. Quand on regarde 2 départements extrêmement contrastés, le Val-de-Marne, les Hautes-Alpes, qu'est-ce qu'on voit? On voit de nombreuses similarités sur l'identité adolescente, se considérer adolescent, le look, l'accès aux réseaux sociaux, la confiance en l'avenir, les relations par rapport aux parents. Sur la santé, la dépression, les idées noires, les tentatives de suicide, le recours au psy, la maladie chronique, c'est tout à fait comparable les chiffres.
La seule chose qui est un peu différente, c'est la manière dont s'exprime la chose. Dans les Hautes-Alpes, c'est plus à travers le sport et les consommations psychoactives, par exemple. Ici, c'est plus sur des accès de violence, sur les jeux dangereux, sur d'autres choses. Donc, il faut, à mon avis, c'était le parti pris de l'enquête au départ, qui a été accompagné par cette recherche-action sur les rencontres créatives, développer des préventions adaptées pour des sous-groupes à risque. La suivante, c'est donc ça qui a fait qu'on a fait naître le dispositif Rencontre créative, qui est né de l'envie d'un artiste, qui se trouve être mon mari, c'est le plus proche, parce que comme ça, c'était plus pratique. Hein. Lui a dit, ben voilà, moi j'ai envie de bosser avec des jeunes en difficulté. Il avait eu des apprentis dans les Hautes-Alpes, qui étaient vraiment des jeunes en très grande difficulté. Et moi, qui me disais dans la clinique, il faut aller faire quelque chose de terrain. Donc, on a réfléchi et on a imaginé l'idée d'un dispositif où le but serait de créer, avec un groupe de jeunes, qui est déjà déterminé par des professionnels de terrain, comme des jeunes qui pourraient avoir accès de façon positive à une médiation de création, qui ne vont pas forcément bien, réaliser une œuvre qui reste la propriété du groupe, très important, parce qu'on a rencontré pas mal d'endroits où des artistes sont venus, dans un établissement technique par exemple, faire l'œuvre par des jeunes ébénistes ou que sais-je, et puis ils sont repartis avec l'œuvre. L'œuvre, elle a été exposée, il y a eu le journal, tout ça, le député, machin, et puis ensuite l'œuvre est repartie. Et là, je peux vous dire que le début est très chouette, et la fin, c'est une catastrophe pour l'estime d'eux. Donc l'œuvre appartient aux jeunes, à l'établissement, à l'endroit, vous allez voir. Et l'idée, c'est que le préalable, c'est qu'un artiste a envie de travailler avec ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'il ne vient pas en disant, ben voilà, moi j'aime bien travailler. Non, il dit, j'ai envie de créer avec vous. Ça m'intéresse de travailler avec des gens qui font de la charpente. Ça m'intéresse de travailler avec des gens qui sont en prison. Ça m'intéresse. Voilà. C'est ça le moteur du départ. Avec forcément les encadrants de ces jeunes qui sont partie prenante de l'idée. Nous, on veut avoir une médiation artistique avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, parce que nous, c'est compliqué et on a envie de travailler avec quelqu'un de l'extérieur. C'est ça le but. Donc le premier temps, il y a des séances de rencontres, bien évidemment, avec l'encadrement, puis avec les jeunes, et on va imaginer, l'artiste va permettre d'imaginer autour d'un thème comment on pourrait représenter de façon imaginaire ce thème. Donc on va réanimer la pensée symbolique. Vous allez voir des exemples. Grandir, c'est quoi pour vous grandir? Début, grandir, c'est grandir quoi. Il n'y a pas de mots. Alors comment on va aller chercher dans l'imaginaire, comment on pourrait symboliser grandir et en faire une œuvre que d'autres pourraient comprendre, voir et se représenter quelque chose. Ça, c'est une chose extrêmement importante pour ces jeunes en difficulté de représentation, qui sont quand même ceux qui sont en échec scolaire en général, et qui sont souvent ceux qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes assez positive. Hein. Et une fois qu'on a réanimé tout ça, dans un deuxième temps, on réalise cette œuvre, on la fait avec l'artiste, avec les encadrants, avec les jeunes, on l'expose, forcément. Dans les Hautes-Alpes, on a mis en place un congrès qui est une fois par an et qui réunit des participants autour de cette recherche des 3 régions, très régulièrement, et chaque année on expose des œuvres. Là on en est à 15 rencontres créatives, cette année il y aura des œuvres et du théâtre, et les jeunes tout au long de ce congrès vont intervenir avec des œuvres, des sketchs, vous allez voir ça s'est tricoté. La suivante, donc l'art c'est une vraie rencontre, le parcours d'une rencontre c'est formidablement important, on va passer parce qu'il est tard, vas-y tu passes. Je vous ai mis quelques phrases que je trouve extraordinaires sur l'art. Les œuvres d'art ne sont pas que purs symboles, mais de véritables objets nécessaires à la vie des groupes sociaux. Ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. L'art est un anti-destin. Je peux vous dire que sur le gamin qui est chaudronnier, alors qu'il ne voulait pas faire chaudronnier, quand on lui explique que l'art c'est l'anti-destin avec des mots qu'il comprend, et ben c'est génial. Quand on explique à quelqu'un qui ne voulait pas être ébéniste, que par son métier il peut faire quelque chose qui va donner du bonheur à d'autres, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et l'art est un mensonge qui nous permet d'approcher la réalité. Je trouve que c'est la vérité, je trouve que c'est assez génial. La suivante. Voilà, donc ça c'est un certain nombre de rencontres créatives. La suivante, je vais vous en donner quelques exemples. Donc, premier exemple, première année, expérience pilote financée par la région PACA sur un LEP très difficile à Embrun dans les Hautes-Alpes, 2 classes, première année et deuxième année de CAP charpente. 2 classes très compliquées, une classe la deuxième année où les gamins sortent beaucoup, vont pas au cours, etc. Et une première année où ils sont vraiment pénibles en cours, insultants, les profs sont obligés de cadrer tout le temps. Voilà. Une équipe de profs remarquables qui est en appétence de projet.
Une fois que la MDA 05, qui a porté ce projet, la Maison des adolescents auprès de la région PACA, on est allé demander du financement, on les a eus, propose à ce LED, ben voilà, on a un financement, et on a quelqu'un qui a envie de travailler avec vous. Une équipe de profs répond présent. Ceux de ces deux classes disent « Ah oui, nous on veut, hein. S'il vous plaît, venez, venez. » Bon. Première rencontre, imaginez, 2 classes de CAP Charpente, imaginez, alors le début c'est rien. Et puis si par hasard on imagine, on ne pourra pas le réaliser. Il y a un jeune qui dit à Pierre, ah bah oui, mais alors attendez, moi j'imagine un tronc d'arbre qui fait 2,50 m de haut, et puis qui est du bois flotté, qu'est-ce qu'on fasse, on ne pourra jamais y arriver. Ah bah l'artiste, qui est un artiste, si on est cadre de santé dans un hôpital, on commence à dire, oh là là, le machin, le protocole, le truc, forcément, nous on n'en peut pas, on est bloqué. Mais l'artiste lui dit, mais aucun problème. Moi, j'ai un camion 4x4, on va aller récupérer ton arbre dans le lac et on va y aller. Il n'y a aucun souci. Hein. C'est ça l'intérêt de la personne extérieure. Hein. Donc, c'est possible. Ensuite, tu es dans un CAP Charpente, tu as appris des choses. Donc, il y a des choses qui te paraissent irréalisables comme ça, parce que c'est artistique, c'est fumeux. Il y en a un qui dit à Pierre au départ, attendez, un artiste, c'est intouchable, quoi. C'est le mec, il arrive, il fait stock, il gagne 25 000 € sur un tableau, quoi. C'est ça l'artiste, quoi. Alors, Pierre dit, c'est plus compliqué que ça, hein, parce que je dis, de toute façon, toi, t'es bourré de thunes. Il dit, non, pas du tout, parce que moi, je suis maître artisan, d'abord. Voilà, et puis, secondairement, je suis artiste, mais c'est quelque chose qui mature, l'idée de devenir artiste. Et il y a des choses qu'il faut surtout que les gens comprennent, c'est pas de l'abstrait, être artiste. Donc, il y a aussi cette rencontre-là. Bien. Donc, petit à petit, ces jeunes prennent conscience qu'ils peuvent avoir des idées, et qu'elles sont réalisables. La suivante, et la première idée, la suivante, qu'ils vont avoir, ils réalisent des choses en même temps, hein, c'est la première classe d'avoir l'idée de faire grandir des troncs d'arbres, de bois flottés, qu'ils vont récupérer dans le lac de Serponçon, avec des repères de temps inverses, c'est-à-dire des horloges qui vont être de plus en plus petites en fonction du temps qui passe. On va vers la mort. Et ils ont l'idée, je vous rappelle, classe de CAP Charpente, première année très difficile, résultats scolaires catastrophiques, insultants, etc. Ils ont l'idée de dire, oui, mais il faut des repères là-dedans, parce qu'on ne grandit pas à la même vitesse. Alors, quels sont les repères? Je vous le donne en 1000. 18 ans le CAP, être père et être grand-père. C'est tous des garçons. Hein, c'est joli comme premier repère. Les profs n'en peuvent plus, ils disent, oh mon Dieu, ça y est, c'est la révélation, c'est arrivé. Donc voilà, vraiment ça marche. La suivante. Dans les profs, il y a toute une équipe, il y a les profs d'atelier, qui au départ ont beaucoup de mal à rentrer dans le projet parce qu'ils voient l'artiste un peu comme un rival, puis très vite ils voient bien que c'est complètement différent. Les profs d'art appliqué, qui travaillent avec ces jeunes, et un prof d'histoire et de français, une prof d'anglais et de français qui font chacun de matière, qui sont vraiment des belles personnes. Voilà. Tout ça se met en route, donc vous voyez, ça se fait. La suivante, la prof de français, du coup, dit, on va travailler sur l'homme qui plantait des arbres, puisqu'on en est sur le bois. Ils ont choisi tous les 2 années du bois, ils sont charpentiers, et des grosses sections. Hein. Et c'est le seul livre qu'ils vont lire jusqu'au bout, depuis leur début d'année, les 2e années. Ils ont déjà essayé l'année d'avant, ils ont quasiment réussi par à lire. Et c'est le seul devoir qu'ils vont rendre en temps, en heure, autour de l'homme qui plantait des arbres. La prof d'art appliqué, elle va travailler sur l'art brut, donc sur le facteur cheval, etc., le palais du facteur cheval, etc. Et donc, du coup, quelque chose naît de la représentation de ces jeunes de l'art. Alors, dans une recherche-action, on fait des interviews. Hein, nous, c'est ce qu'on a fait. Moi, mais d'autres personnes sont allées interviewer tous ces gens au début, à la fin de l'année. On a fait passer des questionnaires d'estime de soi. Enfin, je vous passe les détails. Il y a une thèse de médecine dessus et un article qui est en train de se faire. Eh bien, un des jeunes, à la fin de l'année, a dit, en fait, l'art, moi, avant, je ne supportais pas d'aller dans un musée. Parce que quand j'allais dans un musée, je ne comprenais rien. Maintenant, je me dis que quelqu'un... Quand il y a un mec qui fait un tableau, si je ne le comprends pas et que je trouve ça nul au départ, je me dis maintenant qu'il y a un mec qui a fait ce tableau pour dire quelque chose, qu'il a une histoire, ce mec, et que forcément il essaye de m'en dire quelque chose. Peut-être je ne le comprends pas, mais il faut au moins que je cherche. Donc ça, c'est la réanimation de fond de l'histoire. Hein. Alors, je vous présente une idée, parce que c'est celle qu'on a eue, et évidemment, j'ai envie de vous la montrer, parce que j'en suis heureuse et fière. Mais il y a plein d'autres idées qu'on peut avoir, hein, par le sport, par la musique, par plein de choses, par le théâtre, hein, mais c'est cette réanimation de fond. Qu'est-ce qu'on peut transmettre à l'autre? Est-ce qu'on a assez d'estime de soi pour transmettre à l'autre? La suivante, donc ça c'est les diaporamas qu'ils ont fait pour exposer au congrès. La suivante, donc ils s'en donnaient du mal. Ensuite, les 2 œuvres ont été mises en place.
Alors, vous voyez les troncs qui se développent de la première année, et puis cette espèce de gros truc qui est la deuxième année. Alors, la deuxième année, ils sont partis d'autre chose. Ils ont dit, voilà, on va faire une structure en ellipse. On grandit avec des barreaux d'échelle qui ne sont pas à la même distance les uns des autres, parce qu'on grandit plus ou moins vite, et puis on arrive au summum de sa vie, et puis là, c'est vraiment Oedipe avec la canne, hein, la troisième patte, on a une canne, et puis on meurt. Et ils travaillent énormément, vous voyez, autour de cette canne qui descend vers la mort. Bon. Les deux classes se rencontrent, qui était extraordinaire, parce qu'ils ne voulaient pas se voir. Les deuxième années disaient, nous, on est les grands, les autres, c'est les petits, voilà, ils se rencontrent. Alors, ils ont une identité commune, ces jeunes, c'est ça qui est important. Pourquoi ces classes-là? Pourquoi les profs ont dit ça? Pourquoi ces classes? Parce que dans ce LEP, il y a deux types de jeunes. Il y a ceux qui font des circuits pro ou des CAP, mais qui sont assez bons pour faire moniteur de ski en même temps. Ils font un double cursus, donc ils parlent un peu anglais, ils sont bronzés, ils ont des beaux habits, ils ont des lunettes de soleil. En février, ils donnent quelques cours, ils ont un peu d'argent. Et le résultat, c'est qu'ils se la pètent dans le lycée. On va dire c'est les bourgeois du lycée. Et puis il y a eux qui ne sont pas assez bons pour faire le monitorat de ski. Et vous savez comment ils s'appellent, ces jeunes entre eux? Les lépreux. Quand ils rencontrent Pierre, ils disent bah, nous, de toute façon, vraiment, pourquoi tu viens travailler avec nous? Parce que nous, on est des lépreux. Alors, voilà. Donc les lépreux, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident d'abord d'aligner leur sculpture. Ils disent non, au congrès, on ne va pas les présenter l'une à côté de l'autre, on va les aligner. Et puis là, ça ne va pas du tout. Il y en a un qui dit non, mais ça ne va pas, parce que ça se termine par la mort, votre histoire. Ça ne va pas. Et ensemble, avec l'artiste, ils ont l'idée de la présenter en ellipse. C'est-à-dire que c'est une roue sans fin. On grandit, on meurt, mais d'autres naissent, etc., etc. La suivante. Et au congrès, où va être exposée la sculpture, ils vont en parler, l'exposer aux gens, et c'est évidemment un très fort moment aussi pour les profs. Je vous rappelle que dans un gros rapport sur le burn-out des profs, qu'est-ce que disaient les gens? Ils disaient, pour qu'un prof vive bien son boulot, il faut que dans son établissement, il y ait des actions pérennes, qui le rassemblent avec d'autres collègues, qui soient visibles, et qui créent quelque chose. Donc il faut ce genre de choses-là pour qu'il y ait des préventions qui marchent dans les établissements. La suivante. Alors, d'autres rencontres créatives, on va aller très vite, simplement pour vous montrer qu'on peut imaginer plein de choses. Là, il y a eu un croisement de population. Des jeunes du Val-de-Marne, d'une structure qui accueille des mineurs sans papier, vont partir une semaine en transfert avec leur prof de mécanique auto et un éducateur dans les Hautes-Alpes. Là, ils auront des ateliers itinérants dans la nature, dans des lieux complètement improbables pour eux. Hein. Ils vont rencontrer des jeunes du LEP de 2 années qui travaillent sur le même thème, et ils vont rencontrer, je vous détaillerai cela, une expérience avec des jeunes qui sont dans un centre d'alternative à l'incarcération, qui sont soit en attente de procès, soit qui vont retourner en prison, soit qui ont déjà fait de la prison. Et ces jeunes vont tous présenter quelque chose sur le même thème. Et ce croisement de population est intéressant, parce que ces jeunes-là, quand ils arrivent dans les Hautes-Alpes et qu'ils commencent à faire des ateliers itinérants dans des lieux où ils rencontrent des personnes qui vont vers eux, notamment un vieux guide qui tient une petite buvette dans un lieu totalement perdu, qui les accueille pour prendre un café parce qu'il pleut, qui leur dit « Bonjour, je suis André, et vous, d'où venez-vous » etc. Il y a un des jeunes là qui vient me voir après, qui me dit « Mais ici, c'est pas comme chez nous. Hein. Parce que nous, quand on sort de notre établissement, dans la rue, les gens ne nous regardent jamais dans les yeux, ils ne nous demandent pas l'heure, ils ont les yeux par terre, et parce qu'on a une casquette et qu'on est dans cet établissement, on est forcément des délinquants pour eux. Ici, il y a un monsieur de 75 ans qui vient me dire bonjour, puis il dit ici on n'est pas stressé, regardez les libellules, elles se posent sur nous, elles restent. Chez nous, les mouches, même les mouches, elles s'en vont tellement on est stressé. Donc cette expérience aussi de transplantation est une chose tout à fait intéressante et de croisement de population. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient très peur de rencontrer les jeunes du LEP d'Embrun, en se disant ah mais comme moi, c'est tous des jeunes qui vont bien ici, ils font du ski, c'est des sportifs, machin, tout ça. Et ceux d'Embrun avaient très peur de les rencontrer, donc c'est des loupards, tout ça. Bon, un pique-nique a fait très vite que ça s'est bien passé, puis ils ont parlé de leurs œuvres, ils se les ont critiquées, c'était très intéressant. Alors, juste sur le thème, là, cette année-là, touche pas à ta vie, les mineurs sans papier et les jeunes en très grande difficulté placés par l'aide sociale à l'enfance, une mère qui tire son enfant vers le bien et derrière le mal qui est là, incarné par un truc qu'on voit pas bien là, mais qui est très impressionnant, de bois flotté, tout brûlé, qui est vraiment un monstre qui tire l'enfant vers l'autre côté. Alors là, on va passer vite, la suivante. Alors voilà, on va passer celle-là, et après on arrêtera là. Donc tu reviens en arrière, celle d'avant. Donc la même année, sur le même thème, touche pas à ta vie, travaille avec un centre qui a dit, nous on veut accueillir ces rencontres créatives qui commencent dans les Hautes-Alpes à être connues, des jeunes en très grande difficulté,
côté, soit emprisonnés, soit en attente de prison, je vous l'ai dit, et qui choisissent dans ce centre-là de dire « je me remets dans les études, je fais un CAP de maçonnerie ou de soudure, et aussi en avant un espèce de petit diplôme autour de manipulation d'engins, pour essayer de me sortir de cette spirale de la délinquance. » En droit, en plein milieu de la nature, perdu au milieu de nulle part. Hein. Donc, Pierre se dit, avec ces jeunes-là, touche pas à ta vie, c'est quand même compliqué. Il dit, je pars d'un cadre. Donc il leur dit, voilà, on va faire une sculpture là-dessus, et on va partir de l'idée que la vie, en général, on essaie de la préserver ou pas, elle est dans un cadre. On vit tous quand même dans un cadre qui nous aide. Et il dessine, lui, ce cadre qui, à certains moments, peut être un peu assoupli, c'est le cas de ces jeunes, puisqu'ils ne sont pas en prison alors qu'ils devraient y être, mais qui peut aussi se rigidifier à certains moments. S'ils font des bêtises, ils savent qu'ils y retournent immédiatement. Donc il propose ça. Très vite, les éducateurs qui participent à tout ça sont impressionnés de voir qu'après 1 heure, les jeunes discutent pendant 1 heure déjà, après avoir dit « mais qu'est-ce que vous venez faire là? Pourquoi vous venez nous voir nous? Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi vous vous intéressez à nous hein ?» Finalement, ils commencent à avoir des idées et ils rangent les chaises de la pièce à la fin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne font pas, ils se mettent à les faire dans ce moment tout à fait particulier. Ça ne veut pas dire qu'ils sont transformés par ailleurs, hein, mais on peut s'appuyer là-dessus comme en escalade, comme une prise. Hein. Ils disent, voilà, nous on va travailler, touche pas à ta vie, sur « faut pas que tu ailles en prison ». Parce que la prison, c'est dur, faut pas que tu fasses l'andouille. Hein. Donc ils dessinent avec l'artiste cette idée d'un mur de prison qui va vers la sortie de prison. La suivante. Et ça va aboutir à cette sculpture qui est quand même assez extraordinaire. Alors vous imaginez que cette structure, elle peut tourner. D'un côté, c'est l'intérieur de la prison, de l'autre côté, c'est l'extérieur de la prison. Ils font un CAP de maçonnerie, ils ont choisi de faire des enduits. L'intérieur de la prison, c'est des enduits qui vous arrachent les ongles. L'extérieur, c'est tout lisse. À droite, vous avez l'entrée en prison, les barreaux qui sont serrés et quelque chose de très dur. Petit à petit, vous allez vers la sortie, les barreaux s'écartent, mais c'est long. Vous voyez, le temps de prison est beaucoup plus long que la sortie, c'est dur d'être en prison. Et à ce moment-là, ils butent, ils disent, écoutez, nous, quand on sort de prison, il y a des fenêtres, il nous faut une fenêtre. Donc là aussi, normalement, impossible, pas de budget pour une fenêtre. C'est compliqué d'avoir une fenêtre en alu blanc, là, c'est compliqué. Donc, Pierre, qui par ailleurs aimé être artisan, va chercher et il obtient une entreprise, offre cette fenêtre sur mesure, qui est toute petite, qui va coûter bien sûr très cher à cette entreprise. Et du coup, ces jeunes savent qu'on leur offre cette fenêtre. Ils mettent en place un crépi de couleur, c'est la sortie. Et puis un jeune dit non mais là c'est trop dur, notre truc c'est que du béton. En prison il y a quand même un truc qui donne un peu de vie, un matériau qui donne un tout petit peu de vie, il n'y en a pas beaucoup, c'est le bois. Moi je voudrais qu'il y ait un linteau, quelque chose en bois parce que ça donne la vie. Vous voyez un peu la réanimation de la pensée de ces jeunes. Hein. Ça dure à peu près sur 7-8 mois ces ateliers, hein, à raison d'1 fois par mois pour eux, ou 2 fois par mois selon les moments, parce que c'est très dur pour eux de saisir les pensées. Hein. Donc le bois arrive, et à ce moment-là on parle de qu'est-ce qui se passe à la sortie. Alors les éduques disent à Pierre, non, tu ne vas pas leur demander ça, parce qu'on va avoir, alors on va aller faire la fête, se bourrer la gueule, etc. Pierre leur dit, oui, peut-être dans la vraie vie, comme les jeunes avec les parents, ils disent, nous on veut des tablettes, des ordinateurs et tout, mais quand on leur demande vraiment, c'est pas ce qu'ils disent du fond de la vie. Pierre leur dit, non, moi je pense qu'ils vont donner autre chose. Et là, qu'est-ce qu'ils donnent? Comme les jeunes du LEP, ils disent, avoir une famille, avoir des enfants, la même chose, les mêmes repères de vie. Et puis ils n'arrivent pas à le symboliser, et du coup ils décident de mettre un LED qui donne de la lumière. Donc cette sculpture, touche pas à ta vie, c'est à droite un éducateur qui est un ancien gendarme et qui s'occupe dans ce lieu-là de faire le soutien scolaire, qui présente l'œuvre. Parce que déjà il a fallu obtenir la possibilité que ces jeunes viennent au congrès, ce qui a été obtenu, qu'ils l'acceptent de venir, mais ils avaient dit non, on ne parlera pas, c'est sûr. Et puis à la dernière minute, il y en a un qui dit non mais c'est complètement con, c'est nous qui devons présenter. Et c'est eux qui expliquent l'œuvre. Et là, vous avez 150 personnes ou 200 personnes dans ce congrès qui viennent de différents endroits, bien évidemment, de France, en fonction de notre recherche multicentrique. Il y a des élus, il y a le député, il y a des tas de gens qui sont là. Et à un moment donné, je vous dis parce que c'est important pour la suite, il y a le médecin responsable du coin, qui a un gros poste au niveau du conseil général, qui pleure. Et un des jeunes voit qu'elle pleure. C'est fort, c'est vraiment très fort cette sculpture quand il l'exprime. Hein. Bien. Et cette sculpture est tellement appréciée que tout le monde se dit il faut qu'elle aille dans un tribunal. C'est l'idée de l'artiste qui dit mais pourquoi vous ne la mettez pas dans un tribunal? Donc on monte un truc pour arriver à ce qu'elle aille au tribunal de Gap et tout. On est toujours dedans, hein, parce que Mme Taubira a dit oui, mais maintenant c'est localement que les normes de sécurité apparemment bloquent aussi un peu les choses, donc on en est là. Mais on pense qu'elle va y arriver un jour. Bien. Mais ce qui est intéressant, c'est comme elle n'y est pas arrivée, on retourne dans la structure.
Ça, dans la prévention pour ces jeunes, c'est essentiel, il faut qu'il y ait une continuité. Donc Pierre y retourne une ou deux fois, et moi j'y vais une fois pour leur parler de ça, leur dire, vous savez, on ne vous oublie pas, on est toujours en train de parler là-dessus, mais c'est compliqué, etc. Et je leur dis, mais qu'est-ce que ça vous a apporté, cette histoire? On avait aussi des entretiens de recherche et tout fait par argument. Il y en a un qui dit, bah, vous savez madame, c'est la première fois qu'il y a des gens qui nous ont vraiment regardé dans les yeux en nous montrant qu'on n'était pas que des délinquants. Ils l'ont dit d'ailleurs quand ils ont présenté, c'est ça qui était très fort, c'est on a fait des conneries graves, on est allé en prison, peut-être on va y retourner, etc. Mais on n'est pas que ça. Et les gens leur ont renvoyé ça. Donc ça, c'était très important. Et il y en a un autre qui dit, oui, mais il y a quelque chose, vous savez, moi qui était très dur, c'est quand j'ai vu la dame pleurer. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit, parce que j'ai eu l'impression de lui avoir fait mal. J'ai eu vraiment l'impression de lui avoir fait mal. Et je n'ai compris qu'après qu'elle avait de l'émotion positive. Je ne sais pas si vous avez regardé Human, le film de Yann Arthus Bertrand, on pense qu'on en veut de Yann Arthus Bertrand, mais il fait quand même certaines très belles choses. Une des premières images, c'est ce mec black dans une prison à vie, qui dit « Ma belle-mère, j'ai tué ma femme et mon enfant, mais ma belle-mère m'a appris ce que c'était que l'amour. Elle m'a regardé, pas seulement comme le criminel que je suis, et je suis criminel, il raconte ton histoire, on peut comprendre aussi sans doute certains liens. » C'est ce qu'on dit ces jeunes. Donc moi je pense que la prévention, de fond, par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de nos 8, 10%, 15% qui vont pas bien, c'est des actions de ce type. C'est pas de la publicité pour ça, hein. C'est faites des choses comme ça partout. Il faut qu'on imagine des choses de cet ordre-là pour aller vers les plus difficiles, et c'est comme ça qu'on avancera. La suivante, l'intérieur de la prison, ils ont écrit la galère. Alors là aussi, c'était intéressant parce que les éduques pensaient qu'ils allaient écrire nique ta mère, machin, tout ça. Et Pierre a dit non mais on n'est pas tout à fait dans le même cadre que la vie du quotidien. Peut-être qu'ils vont pouvoir faire autre chose. Ça sublime quelque chose là, ça transcende quelque chose. Ça ne veut pas dire que parallèlement il est toujours bien, pas du tout, mais il s'appuie là-dessus. La suivante. Donc la suivante, on va passer parce que j'en avais mis. Ça c'est Internet cette année. Alors avec un progrès entre ceux qui font la première année sur Internet, qui choisissent. Tous les jeunes qui ont travaillé sur Internet cette année ont dit c'est un outil extraordinaire mais ça nous fait peur. On est toxico de ce truc-là, ça nous fait peur, on a peur d'être toxicomane, donc comment s'en dégager? C'était ça, tous. Donc la première année, ils ont vidé des écrans, ils ont fait des moulages et ils se sont mis dedans, la suivante, en montrant comment Internet représentait pour eux des choses très compliquées. C'est une section ébénisterie. La suivante. Là, vous voyez les chaînes en bas, voilà. Et ça, ils ont choisi au congrès d'exposer les choses comme ça, tous les écrans sur une table, tous les jeunes derrière. Là, il y a Pierre qui les encourage, et les gens venaient, disaient, bah alors, ta sculpture à toi, c'est quoi? Ils étaient derrière l'écran, les jeunes expliquaient la sculpture, et après, les gens allaient la voir. Donc, il y avait vraiment, en plus, une installation artistique. La suivante, juste celle d'avant, voilà, celle d'avant, voilà, celle-là. Donc, la deuxième année, ça, c'est des jeunes qui avaient, l'année précédente, travaillé déjà un processus de rencontre créative. Et sur les budgets PACA qui sont devenus pérennes sur 3-4 ans, un des enjeux, c'était que les profs du LEC ont dit ils ont 2 ans de CAP, il leur faut 2 ans de rencontre créative. Il faut une injection de rappel. Leur pensée symbolique commence à se réanimer, il faut une injection de rappel la deuxième année. Donc ceux-là ont déjà fait une année, et vous voyez comment ce qu'ils produisent est beaucoup plus abstrait que les premières années sur le même thème. Alors, ce qui est le plus abstrait, c'est l'échelle. Il y en a un qui dit Internet, pour moi, c'est on grimpe, on ne sait pas du tout où on va et on est paumé, à la fin, il n'y a rien. Le virtuel, pas la vraie rencontre humaine. Hein, donc c'est assez intéressant. En haut à droite, c'est une fille qui a tissé dans une toile une personne. Elle se sent prise dans la toile du net. En bas, c'est un qui a mis des composants informatiques dans un rond et il dit voilà, tous ceux qui sont en bois, donc qui ne sont pas dans l'informatique, qui sont exclus. Et puis, je pense, une des plus belles choses, c'est cette jeune fille qui a fait un homme, une femme en symbole, avec un fil de nylon et au milieu des composantes informatiques. Et elle dit les hommes et les femmes dans l'amour, aujourd'hui, à notre âge, ils ont beaucoup de mal à aller les uns vers les autres sans cette histoire d'informatique, sans Facebook, sans les SNS. On n'a plus de processus de séduction sans ça, et c'est bien compliqué. Ça, c'est un autre atelier qui a été fait sur le même sujet, dans un séjour de rupture, dans un endroit où il n'y avait ni Internet, ni de réseau téléphonique. Donc une MJC, 8 jours, dans les champs, avec des moutons autour, et en camping plus ou moins, et sans Internet. La suivante. Là, la suivante, parce qu'on verra mieux la sculpture, ils ont choisi, eux, de travailler sur Firefox comme moteur de recherche. Donc le renard, avec du béton qui a été soudé à l'intérieur comme toile de renard, et l'idée, c'est que le cadre représente Internet, les écrans,
Et ils ont fait des totems, chacun leur totem, mais le lien qui unit le totem à Internet exprime le lien qu'ils ont à Internet. Donc il y en a une, par exemple, l'oiseau, c'est la liberté, et le lien, c'est un tire-bouchon parce qu'elle fait ressort. À chaque fois, elle dit non, je vais arrêter d'être sur Internet, et pouf, elle est ramenée dans Internet. La suivante, il y a quelques petits exemples de ça. Vous voyez, celle qui se cache les yeux, parce que sur Internet, elle ne se voit pas vraiment. Et comme ça, c'est une gamine qui ne va pas très bien, comme ça, elle peut arriver à vivre. La suivante. Ça a donné quoi quand on dit ça fait des petits, les médiations? C'est que le LEP a dit, eh ben ça y est, on va essayer de participer à un concours littéraire. Concours littéraire région PACA, ce sont 50 établissements, lycées généraux, lycées techniques, lycées professionnels de toute la région PACA. Le LEP d'Embrun, les lépreux, décide de faire partie de ce truc-là, toujours avec les mêmes profs qui sont un peu alimentés, qui demandent à l'artiste de participer à ça avec pas beaucoup de budget, donc voilà, ça marche, on y va. Alors, ce concours littéraire, ça veut dire qu'on lit 6 livres, qu'on lit 6 BD, qu'on a la chance que les auteurs de certains livres et certains BD se déplacent sur le LEP, ce qui est le cas, qui rencontre les jeunes. On essaye d'extraire la substantifique moelle de ces livres et de ces BD. Eux, ils choisissent de dire ces livres et ces BD, il y a vraiment la mort au centre des débats. Alors c'est vrai que par exemple, dedans, il y a Kinderzimmer, qui est un livre terrible sur les bébés des camps de concentration. Donc vous voyez des choses assez lourdes. Alors ils imaginent, eux, vous voyez, comme sculpture, il faut lire les livres, dégager la substantifique moelle et faire une œuvre. Certains ont fait des chansons, de la danse, de la sculpture, selon les établissements. Et tout le monde va à Marseille présenter l'œuvre et il y a un concours. Donc l'œuvre, c'est cette espèce d'énorme boîte où vous avez une porte avec un gros point d'interrogation. Je vous dis tout ça pour la pensée symbolique, vous voyez un peu jusqu'où on va, quoi. Un œilleton, c'est subtil, vous regardez dans l'œilleton, il n'y a que des trucs mignons, quoi, des fleurettes, tout ça. Et dessus, il y a marqué « Des livres et moi ». Vous ouvrez la porte, vous rentrez dedans, on vous ferme la porte derrière, vous vous retrouvez, on ne voit pas bien, dans une espèce de grand caisson noir, avec des LED au sol qui vous amènent vers la mort en représentation, avec des masques rouges qui sont leur moulage, et une grande faux est marquée « Délivrez-moi », avec des notes qui correspondent aux phrases importantes qu'ils ont retenues des livres, qui ne sont évidemment pas toutes les mêmes selon les élèves. Il y a ce concours, l'artiste les accompagne et tout, et puis il y a évidemment les récompenses, et on dit premier prix, le LEP d'Embrun. Personne ne bouge. La personne dit, mais le LEP Val-de-Durance n'est pas là, et à ce moment-là, les jeunes et les profs se disent, mais on a gagné. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas se représenter qu'un lycée professionnel de lépreux puisse gagner face aux lycées généraux de Marseille ou d'ailleurs. Et c'est très important parce que cette culture, bien entendu, est revenue sur le LEP, elle va être inaugurée cette année avec un nouveau proviseur dans ce LEP. C'est ça l'important aussi, c'est d'avoir confiance en soi et de se dire c'est possible. Et ils ont tous été surpris d'imaginer qu'ils n'avaient pas pu penser gagner. Ils étaient tous en train de se dire, mais l'artiste y compris, que on allait y aller, tout ça, voilà. Mais bon, déjà l'essentiel est de participer. Mais là, de pouvoir imaginer que eux ont fait mieux que certains autres, ça a été quelque chose d'extrêmement important. La suivante, on a fait des conférences à chaque fois de restitution de la recherche, je vous l'ai dit, dans tous les établissements et dans tous les lieux. Ici, au Quattro à Gap, c'était une conférence grand public, et sur la scène, on exposait bien sûr rencontres créatives et recherche multicentrique. À gauche, vous avez Lionel, qui est un prof qui a participé à tout ça, qui est quelqu'un d'absolument exceptionnel, du LEP. À droite, Pierre, et il était prévu qu'on parle des rencontres créatives en donnant l'exemple de cette jeune fille qui n'avait pas accroché l'année précédente et qui avait fait ce truc très symbolique cette année-là, et qui a raccroché scolairement, et qui maintenant est rentrée dans un processus vraiment d'affinage de sa formation, qui a repris des études d'ébénisterie. Et à la dernière minute, elle a dit « Ok, ben, c'est moi qui vais expliquer les choses. J'y vais, allez. » Voilà. Et donc, elle a pu expliquer devant la salle la façon dont fonctionnaient ces rencontres créatives, pourquoi c'était important pour elle, et bien entendu, les profs étaient extrêmement heureux qu'elle ait pu faire cette démarche-là. La suivante, et je conclus, donc la presse en rencontre évidemment, la suivante, c'est pas toujours facile, la suivante, ça c'est une nouvelle chose, la suivante, on n'a pas le temps. Donc pour conclure, moi ce que je me dis, c'est que tous ces adolescents qui vont, on a dit bien, il y en a quand même une frange qui va mal. Celles qui va mal, il faut les approcher de façon beaucoup plus individuelle, avec des projets de prévention qui soient dans les liens humains, qu'il faut les aider à sauvegarder leur créativité, qui réaniment leur pensée symbolique et qui les aident bien évidemment dans les apprentissages scolaires et dans leur choix de vie, et qu'à mon avis, avec tout ça, on essaye de leur permettre de rester les capitaines de leurs âmes. Je vous remercie de votre attention.